Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe en économie au Canada surtout, mais regarder les indices à la fin de la vidéo. Là, mais j'aimerais parler du Canada parce que dans le fond, le Canada est interrelié aux États-Unis en ce moment, surtout à cause de la guerre des tarifs et à cause aussi de la réponse de Carney qui avait promis qu'il affronterait Trump et c'est pas ce qu'il fait du tout. Mais avec raison un peu parce que dans le fond, faire des contre-tarifs, c'est la population qui paye. C'est nous qui payons pour tout ce qui peut avoir de conséquences là avec cette guerre économique. Donc, Trump va continuer à imposer ses tarifs un peu partout et on se pose la question, est-ce que ça va être efficace? Je ne sais pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je vous l'ai dit souvent, et je le répète, Trump travaille pour les États-Unis. Il travaille pas pour les autres pays. Il veut remettre l'Amérique grande à nouveau. C'est ce qu'il prétend. Et c'est sûr que ça a pas fonctionné avec Elon Musk, parce que c'est deux têtes fortes, Elon Musk et Trump, et il y a eu un clash. Je pense qu'Elon Musk avait vraiment des bonnes intentions, mais ses compagnies commençaient à décliner d'une manière assez importante. Donc, il a abandonné, il a abandonné le Dodge, mais aussi il avait parlé de fonder un autre parti. Il a abandonné ça. Je pense que c'est une bonne chose. J'écoute souvent des vidéos où on parle justement des technologies d'Elon Musk, au niveau de Starlink, au niveau de tout ce qu'il y a comme entreprise, même Tesla. Il y a les robots qui s'en viennent, là, qui sont déjà là, fonctionnels. Là, mais en tout cas, peu importe, conduite autonome. Donc, Elon Musk retourne à ses affaires principales, c'est-à-dire avoir une vision technologique là, pour... en tout cas, dans sa vision, là, je pense que c'est aider la planète. Là. Donc, peu importe ce qu'on pense d'Elon Musk, je pense que c'est une bonne affaire qu'il ait arrêté la politique. Là, il parle. En tout cas, je n'ai pas entendu parler de son nouveau parti. Là. Donc, moi, je voudrais parler du Canada en premier lieu. Ensuite, on va aller voir les indices. Mais au Canada, c'est assez important ce qui va arriver. Surtout, on commence à avoir des conséquences vraiment importantes à propos du... excusez, des conséquences là, des tarifs. Là. C'est qu'on a eu le dernier de Statistique Canada, là, la dernière pourcentage de chômage. On est 7,1% au Canada. Là, on donne dans mes articles, parce que je poste les articles sur mon site Bourse Technique, qui a changé beaucoup, là, qui est encore en changement là tout cet automne. Donc, vous pouvez retrouver ça. Et j'essaie de faire des résumés parce que je m'en vais sur Statistique Canada, bien entendu, pour aller chercher mes sources. Le Bureau de la statistique au Québec aussi. Je me promène un peu partout pour avoir des sources fiables, mais par contre, je crée des résumés avec l'aide de l'IA, bien entendu, pour placer ça sur mes sites pour que vous puissiez, d'une manière assez rapide, vous faire une idée de ce qui arrive. Et en ce moment, Carney, qui avait fait des promesses pour relever le Canada, dans le fond, il est arrivé dans... c'était stratégique, là, à mon avis. Là. Trudeau a lâché dans le temps où ce que ça a craché là, en 2025, avril 2025, où tout le monde avait peur et Carney a été présenté comme le sauveur du Canada et avec les petits coudes levés, là, tout ça, là, pour faire affronter Trump. Là. C'était un peu pathétique tout ça, mais il faut pas oublier que le Parti conservateur menait, je me souviens pas des chiffres, là, mais menait d'une manière très très importante en début 2025, fin 2024, début 2025, et le Parti conservateur a décliné comme ça. Et lorsque Trudeau, qui était tellement haï, a démissionné, Carney, qui était là comme le pantin de service, parce que dans le fond, il était derrière Justin Trudeau, et vous voyez là dernièrement, c'est les mêmes politiques que Justin Trudeau qui applique. Donc, c'est du pareil au même. Cependant, je pourrais vous dire que Carney, avec le budget qui est pas encore sorti, on va aller voir ça
on va dire en détail pas mal, là. Le prochain budget qui s'en vient, on a déjà les chiffres des déficits. C'est de 60 à 90 milliards. C'est supérieur au déficit de Trudeau. Carney, on le sait, si vous le saviez pas, c'est un mondialiste. Son idéologie, c'est tout simplement créer un gros melting pot avec le Canada et que tout le monde soit mélangé. Donc, il n'y a pas d'identité. Le Québec, c'est pas une identité profonde. Malgré que j'ai déjà été indépendantiste, souverainiste, là, je le sais plus. Ce que je suis, c'est pas important, mais au niveau du Québec, il voit le Québec comme un paquet de... C'est un ramassis de francophones qui sont là, puis il y en a d'autres ailleurs. Donc, lui, il voit à peu près les Québécois comme le père Trudeau voyait, Pierre Elliott Trudeau voyait les Québécois. C'est un mépris envers les Québécois, la langue française. Non pas que je dis que seulement la langue française doit être... vécu là, au Québec, là, dans le sens que beaucoup quand même d'entreprises ont fait affaire aux États-Unis, donc la langue anglaise est omniprésente un peu partout, mais en tout cas, Carney, vous voyez sa philosophie, c'est vraiment quelqu'un qui veut un Canada woke. Il a remis, pas loin de chez nous, là, il a remis le drapeau LGBT sur la base militaire. J'ai vu ça de la semaine, là, 2-3 semaines, et puis là, il est enlevé, il était déchiré un peu. Pour moi, il y a des gars d'armée qui ont pas ben aimé la chose, là. Donc il a enlevé ça. Ça a été enlevé, mais il l'avait remis, là, à peu près 3 semaines. Puis il y a aussi dans ce qui est sorti au niveau du chômage au Canada, on donne les provinces, là, et le Québec a 6% de chômage. On est rendu au Canada 7,1%. Dans ma région, c'est 7,1%, mais au Québec, en général, c'est 6% de chômage. Et comment l'appeler? Oh, j'ai de la difficulté à qualifier cet homme-là parce que j'en reviens même pas. C'est François Legault, là. Legault, L-E-G-O, là. Donc, lui, c'est terrible ce qu'il a fait subir au Québec avec tous les investissements pourris qui nous ont mis plus que dans le trou, parce que c'est les générations futures qui vont en écoper. Et c'est nous aussi, parce qu'on va peu importe qui va être là dans le futur, parce que là, ils gagnent pas les prochaines élections, là. C'est tous ceux qui espéraient en l'avenir à cause de François Legault, qui nous a fait décoter notre cote là, qu'on avait auprès de Standard & Poor's. Je pense le Québec a été décoté à cause de toutes ces folies d'investissements-là. Fitzgibbon, qui devrait être en prison. Tous les investissements se sont faits sous sa gouverne. Le ministre de l'investissement, il y avait à peu près 50 ministères, mais dans le fond, ces personnes-là, là, la commission Galland, ils vont s'en tirer facilement. Vous avez vu, là, probablement, c'est un peu ridicule, ils se souviennent de rien. Là. Donc là, le goût a passé, puis il était un petit peu moins arrogant, mais cette personne-là est terrible. Il ose encore dire nous, le Québec, il a posté ça sur X, là. C'est sûr que les commentaires sont filtrés parce que seulement ce que j'ai vu, là, c'était terrible. Il a dit que nous, on a 6% de chômage, on est moins que le Canada. Ben, il faut pas oublier que le 6% équivaut à ce qu'on était en mai 2016. Donc, c'est une dégradation aussi du taux de chômage au Québec. Donc, c'est une petite parenthèse comme ça pour parler de notre ami François Legault qui est en train de détruire le Québec. La meilleure chose que Legault pourrait faire avec sa gang, là, c'est de décoller. Là. Ça, rien qui s'en aille, ça arrivera pas parce qu'il va attendre aux élections, mais rien qui s'en aille, là, l'hémorragie se terminerait là, et puis ensuite on pourrait rebâtir, bon, je le crois pas, là, mais espérer rebâtir sur des nouvelles bases. Donc, on va aller voir sur le site, je l'ai mis, mais ça vient du site du gouvernement, dans le fond, là. J'ai rien inventé. L'article ici, là, c'est qu'une... OK, vous voyez bien comme ça. Crise imminente, le budget fédéral 2025 en péril. La CFFP tire la sonnette d'alarme. La CFFP, je vais mettre ça comme ça pour voir. La CFFP, ça se trouve être le chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. Elle attire la sonnette d'alarme sur le dérapage financier majeur qui se produit en ce moment au Québec.
une projection, parce que le budget va être émis là, par le gouvernement libéral. Il attend encore après septembre. Je pensais que ça se ferait en septembre. C'est en octobre. Puis les projections de ce qu'il a dit, là, dans le fond, c'est sorti, là, mais pas d'une manière officielle. C'est peut-être d'une manière plus officieuse. Entre 62 et 92 milliards de dollars pour le déficit en 2025-2027. 26, excusez. Puis là, on dit justement que le gouvernement actuel, qui est le même, là, c'est du Justin Trudeau qui prolonge sa gouverne. C'est plus lui qui est là, heureusement, mais c'est la même chose, c'est encore pire. Les déficits avec Trudeau, on avait... je sais pas si dans l'article... En tout cas, avec Trudeau, c'était moins élevé qu'avec ce qu'on projette avec Mike Carney. Et là, j'ai deux articles là-dedans qui peuvent paraître contrastants. Vous allez voir la prochaine article. Là. J'ai tout mis ça sur mon site. Regardez, je peux vous dire tout de suite d'où ce que ça vient. L'article de ou la deuxième là, que je vais vous parler, c'est les mesures qui vont être mis en place. C'est assez long. Ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai créé j'ai fait un résumé là, avec l'IA, bien entendu, pour vous présenter cet article-là. Mais si vous voulez vous le taper, ça se trouve être sur le site du Premier ministre du Canada. Là. Donc, c'est ça. On va aller ici. Donc, c'est ça. En ce moment, on se trouve vraiment dans une situation très délicate au Canada parce qu'il pourrait y avoir une décote. Les agences de notation scrutent de près la situation. Parce qu'au Canada, c'est dépense, dépense, dépense. C'est la philosophie, je pense que c'est cette philosophie-là, de l'impression monétaire infinie, là, qu'on se soucie très, très peu. La théorie monétaire moderne qu'on appelle, là. Il me semble que c'est ça, là. Donc, la théorie monétaire moderne, c'est qu'on dit qu'on peut imprimer à l'infini des dollars, il n'y a pas de conséquences réellement, tant qu'on se fait confiance. Et entre pays, là, puis c'est un peu vrai. Là. Regardez la dette américaine là, qui se trouve être à 37 000 milliards, je pense, et avec des déficits records encore, avec Trump, là, ça change pas. Il y a une grosse partie de la dette qui est détenue par les Chinois, parce que dans le fond, les Chinois ont utilisé pendant des années de temps, ont vendu aussi beaucoup de cochonneries, ils nous ont vendu beaucoup de cossins chinoises et ils continuent à le faire. Donc, il y a beaucoup de dollars américains qui sont rentrés en Chine, et lorsque le gouvernement chinois a beaucoup de dollars américains, ce qui fait, parce que tellement de dollars américains, c'est ça qui se trouve avec les balances commerciales. Là. Donc, ce qu'il fait avec ça, il achète des bons du trésor, qui se trouve être la dette américaine, mais vu que la dette américaine est garantie, là, les États-Unis ne tomberont pas, on donne un taux d'intérêt intéressant. Donc, avec les dollars américains, je parle de la Chine, achète des dollars à la dette américaine avec un intérêt et donc avec ça garde ça et oui, il y a eu un largage là de bons du trésor il y a quelques mois, là, mais pensez pas que la Chine va tout larguer ses bons du trésor, même les autres pays, en tout cas, ça se fera pas rapidement, le BRIC, tous les pays du BRIC, parce que dans le fond, les États-Unis se trouvent à être les maîtres du monde avec leur dollar, et ça créerait un chaos terrible. Donc, on n'est pas encore arrivé là. Certains prétendent justement que l'or va être ajusté là pour qu'on... On va voir tout ça, mais en tout cas, l'or, vous le savez, ça monte. L'argent aussi, ça monte. Donc, on va continuer avec notre article, puis on va voir ça à la fin. C'est un déficit structurel qui menace. Et c'est ça qui est assez, je dirais épeurant. Ça se trouvait être une drôle de réalité au Canada, parce que Mike Carney, qui se trouvait être le supposé sauveur du Canada, ce qui fait comme mesure, vous allez les voir les mesures. Je veux pas les critiquer, là, mais ça ressemble un peu à des mesures qui ont été prises à la COVID. C'est injecter de l'argent, je vous le dis, il va y avoir beaucoup de fraude là-dedans. C'est garanti. Là, lorsqu'on va avoir fini là, cet article-là, le FF, je vous l'ai dit tantôt, là, chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. Donc, c'est ça. Donc, en ce moment, il y a des réformes. Il y aurait des réformes qui s'imposent. Les réformes là qui sont proposées par le CFFC pour s'adapter à la crise. Là. Donc, c'est des... Je sais pas, le CFFC, là, ça va être quand même assez important. Là, on nomme les noms de ceux qui
ont écrit ça, là. C'est appuyé par PwC, là, expert, là. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Mais des propositions qu'on veut faire, regardez, on va en regarder quelques-unes ici. Face à la crise des réformes fiscales ciblées, vieillissement de la population, parce que dans le fond, le vieillissement de la population, c'est une des raisons qu'on a fait venir beaucoup d'émigrants, mais en ce moment, c'est une folie parce que c'est Tim Horton qui se trouve à faire de la promotion là, d'emploi en Inde pour les faire venir ici pour travailler dans Tim Hortons. Donc, on veut pas de blancs québécois, on veut des personnes de d'autres pays. C'est encore toute la folie de Mike Carney, là, qui vient du père Trudeau. Là. Donc, il y a des mesures qui sont... on parle du fractionnement du revenu, parce que en ce moment, on peut fractionner notre revenu à partir de 60 ans, mais là, on voudrait mettre ça à 65 ans. Bonne chance si ça réussit. Pour les personnes à 60 ans qui viennent d'avoir ça, qui peuvent avoir une pension là, de l'endroit où ils travaillaient, c'est mon cas. Là, j'ai pu fractionner mon revenu à partir de 60 ans. Ils veulent mettre ça à 65 ans. Excusez, je me trompe. C'est oui, ma pension, où est-ce que j'ai travaillé, Rio Tinto Ferry-Titane, j'ai pu la splitter à 60 ans, et c'est le RRQ qui est à 65 ans. L'économie substantielle. Ah, c'est ici, là. De même, exclure. Ça, c'est quand même, moi, ça me concernerait parce que je suis retourné sur le marché du travail, pas à temps partiel, mais saisonnier. 35 000 $ de revenus de travail dans le calcul de la récupération de la pension de sécurité de vieillesse pour les 65-67 ans. Ça encouragerait une prolongation de carrière. C'est vrai que lorsque tu travailles, tu te trouves à être pénalisé, mais globalement, comme moi dans mon cas, là, c'est rentable, là, mais avec une mesure comme ça, j'aurais moins de pénalités. J'ai pas de pénalité sur ma pension de vieillesse à la base, mais sur le... C'est ça, on aurait des avantages, en tout cas, c'est pas important pour plusieurs personnes qui m'écoutent, parce que la plupart, peut-être, ont pas au-dessus de 65 ans. En tout cas, il y a des bébelles sur le rire CELI, là, c'est des recommandations. Gestion, on ce qu'on souhaite, c'est des vœux pieux, là, une gestion budgétaire responsable, mais ça me surprendrait beaucoup de la part de Mike Carney, qui est le successeur de Justin Trudeau, qui a la même philosophie. Et en réponse à ça, comme je vous ai dit, ça c'est en réponse à ce qui se passe en ce moment. Ça va être dans le budget, c'est pas encore officiel. C'est tiré à partir du site du premier ministre Carney. Je vous ai résumé ça ici, mais là on va aller assez rapidement. Là. Soutien aux travailleurs canadiens. Formation et recyclage. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs emplois ou ils vont perdre leurs emplois à cause des tarifs, surtout dans le monde de la métallurgie. Donc, ils vont investir de l'argent encore. C'est ce qu'ils savent faire le plus. Donc, il va y avoir beaucoup d'argent là au mois d'octobre lorsque le budget va lâcher. Là. Carney va faire des annonces avec beaucoup d'argent sur le plancher. Donc, ça, c'est bien, là, une formation, mais la formation règle pas les problèmes. François Legault a fait ça et ça a pas réglé le problème. Il y a même des retraités qui sont retournés lorsqu'il a fait sa formation en construction, parce que tu avais le droit de retourner faire un cours soit de menuiserie, peu importe, là. Et puis, ils sont pas retournés sur le marché du travail. C'est parce qu'il y avait une opportunité. Ça donnait 720 $ par semaine. Donc, ça, c'est pas nécessairement une mesure qui va aider. Et je dis pas que c'est pas bien de le faire, mais c'est pas ça qui va régler le problème. Outils numériques à l'emploi. On va avoir un nouvel outil numérique. Si vous allez sur un site, soit Indeed, soit Emploi Québec,
vous avez plein de ressources pour vous donner une job, mais c'est pas ça qui donne une job, mais eux vont mettre 50 millions de dollars pour une nouvelle ressource. Ça aussi, c'est une mesure inutile, là. Dans le fond, ils vont changer le site web. Bon, la prestation d'assurance emploi, ça, c'est quand même bien pour que des personnes de longue date, là, des personnes qui travaillent depuis longtemps, qui viennent de perdre leur emploi, ils vont avoir le droit à soit supplément de 20 semaines là, pour trouver leur emploi, là, un nouvel emploi. Et en plus, il y a la formation. Donc, quelqu'un qui a perdu son emploi a avantage quand même de profiter de ça. C'est très, très important. Si vous avez perdu votre emploi, vous êtes travailleur de longue date, là, profitez de ce supplément là, de semaines là, de chômage-là. Puis aussi, profitez-en pour aller vous refaire une formation. Ils vont vous payer pour vous former. Donc, soutien aux entreprises, des initiatives, ben ça va être encore de l'argent. Donc, c'est ça que je vois qu'il va y avoir probablement beaucoup de fraude parce qu'on double les prêts qu'on va donner dans le fond. Là, donc, il va y avoir ici, regardez, soutien immédiat en matière de liquidité. C'est un peu comme dans la COVID, de 2 à 5 millions de dollars. Donc, il va y avoir beaucoup d'argent sur la table dans le nouveau budget. Secteur automobile, protection agricole, le Canada. Donc, c'est ça, je vais continuer rapidement pour les autres. On va parler de la bourse. En ce moment, on monte, ça cesse pas. Donc ici, je vais vous montrer un premier graphique qui se trouve être le cours bénéfice là, et le CAPE. Le CAPE qui se trouve être un indice qui a été inventé par Robert Shiller. Robert Shiller a écrit un livre, Exubérance irrationnelle. Regardez, vous le voyez ici. Je fais pas de promotion, là, mais c'est un livre très, très important au niveau de l'investissement, surtout au niveau fondamental. Et puis, lorsque Robert Shiller a écrit ça, qui se trouve être en 2000. Bon, c'était dans la bulle technologique. Il disait que ça allait péter, et ça l'a pété. Donc, c'est lui qui se trouve être l'inventeur de l'indice, mais ça suit à peu près le cours bénéfice. Ça, c'est le cours d'une action via le bénéfice. Là. Et en ce moment, on a vraiment des montants là, très, très importants. On n'a pas encore pété les années 2000, là, mais ça s'en vient, mais ça n'a pas l'air. Regardez ici le creux qu'on a eu en avril. D'après moi, on va le péter. Ça se trouve être une bulle, une exubérance irrationnelle qu'on est en train de vivre. Là, ici, c'est un autre graphique. Là, il est peut-être un peu petit, je vais le grossir. C'est à peu près les 3 graphiques que je vais vous montrer. 4 graphiques, c'est à peu près la même chose. Là. On est dans des sommets. Mais où est-ce que le vrai sommet est situé? C'est toujours la question. Parce que dans une exubérance, en 90, là, ici, là, dans ce coin-là, on le voit en petit, là, on pensait que le sommet était là. Mais non, on a continué, jusqu'en 2000. C'est 96, 97, 98, là, on a eu des soubresauts et on a continué jusqu'en 2000. Là, on est rendu ici, là. Regardez ce temps. C'est un nouveau haut, là, de tous les temps. On a battu, même 1929, là. Ça se trouve être, ce que j'ai lu, le commentaire, là, ça se trouve être un indice, qui se trouve à relier un peu toutes les CAPE, l'indice CAP, les cours ratios, tout ça, là. Donc, parce que moi, je m'intéresse moins à l'analyse fondamentale. Donc, ceux qui savent de quoi ça parle, c'est un résumé, en fin de compte, des graphiques qu'on vient de voir. On est dans des sommets, et c'était pour le comparer à 1929. C'est la même chose. C'est une autre sorte d'indicateur géométrique, là, puis qui montre encore qu'on est vraiment, vraiment dans un pic. Et même au niveau de cet indicateur-là, regardez, là, ça se trouve être calcul là, pour l'indicateur. On a dépassé amplement le 2000. Tout simplement, c'est pas pour y aller d'une manière exhaustive, là, mais tout simplement pour vous montrer que tous les indicateurs sont pétés dans le fond, malgré que le greed, j'ai pas le temps de vous le montrer, mais de CNN, en ce moment, est pas pété dans le fond. Et ça, on va aller là, on va retourner. Ça, c'est important parce que ça se trouve être le Buffett indicateur qu'on appelle. C'est l'indicateur de Warren Buffett, le préféré de Warren Buffett. Et puis là aussi, on a le même pattern où on a dépassé, regardez, 2020, là, on est rendu ici, là. On s'en va à la hausse. 2000 est ici. Donc, vous voyez très bien le schéma, là. C'est qu'on est vraiment... c'est ça. On va terminer avec ça ici, parce que dans le fond... c'est ça. Donc, vous voyez, au niveau
fondamentale, tout est en hausse. Et vraiment en hausse, vraiment hausse, parce qu'on a dépassé les anciens sommets. Et au niveau technique maintenant, on va le mettre comme ça ici. Oui. Au niveau technique, ça se trouve être, on le voit pas très très bien ici, là. Je pense que c'est l'année 2000, pas je pense, c'est l'année 2000. Où on monte où le Standard & Poor's, là, où est-ce que le sommet c'est fait, je vais le mettre comme ça, bon. Puis grossir un peu parce que c'est petit, mais bon, ça donne une idée, comme ça, bon. C'est embrouillé un peu, mais c'est pas grave. Bon, regardez, comme je vous avais dit, 97, on avait eu des soubresauts, 98, 99, mais pourtant, la montée s'est poursuivie. C'est sûr que sur le Nasdaq, si j'avais un graphique du Nasdaq, vous verriez que c'est encore plus évident, là, la montée s'est faite d'une manière rapide. Et ici, sur le Standard & Poor's, qui se trouve être sur 500 entreprises, ça s'est fait un peu plus lentement. Mais lorsqu'on a eu la brisure, ben, sur le Nasdaq, ça a été effrayant, vraiment. Et ici, ça s'est fait un peu plus tranquillement. Et on a eu le creux ici qui s'est fait, et c'est la guerre en Irak, là, George Bush fils là, qui avait dit qu'on avait gagné la guerre, que les Américains avaient gagné la guerre, le marché est reparti. Mais c'est pour vous donner un exemple, oui, du Standard & Poor's en 2000, là, décortiqué. C'est sûr que sur le Nasdaq, c'est encore plus évident, parce que moi, je pense qu'en ce moment, on est dans une bulle au niveau de l'IA qui est semblable à la bulle des technos, je vous l'ai dit souvent. Donc, oui, on se trouve à être dans dans un schéma assez dangereux, mais est-ce que le marché a cessé sa course? Moi, je pense pas. Puis c'est ce que je vais on va terminer avec ça, là. Aller voir les graphiques, tout simplement. Je pense pas que la course est terminée. Cependant, tout ce qui monte doit redescendre un jour, et lorsque ça va redescendre, je pense, assez solide. Mais je ne sais pas quand. Personne ne le sait. En ce moment, on a plein de prophètes de malheur qui disent sur YouTube que tout va péter, qu'on va avoir le plus grand crash. Robert Kiyosaki qui le dit encore, qu'on va avoir le plus grand crash de tous les temps. Écoutez, c'est très, très probable qu'on va avoir un super de gros crash, mais je ne sais pas si c'est là que ça va se produire. C'est ça qui est la question, parce que Robert Kiyosaki, je pense que c'est depuis 20 ans qui dit que ça va cracher. C'est pareil de la marche en France, là, arrête pas de parler que ça va cracher. Il parlait que ça va cracher ici, ça va cracher ici. On a eu des petits soubresauts, c'est sûr, en 2020 à cause de la COVID, mais regardez, le marché monte. Donc, c'est pour ça que je me dis, se fier sur une analyse fondamentale, c'est dangereux, parce que le marché peut continuer à monter, à poursuivre une hausse, même si on pense que tous les fondamentaux sont exécrables. Les taux d'intérêt, en ce moment, influencent la hausse du marché, et probablement qu'il va y avoir une baisse des taux d'intérêt, c'est le 17 septembre qui s'en vient, là. Donc, avec une baisse des taux d'intérêt, ça pourrait donner un autre coup pour que le marché poursuive une hausse. C'est pour ça que je me dis, est-ce que le marché est à la fin de sa course? Pas nécessairement, même si on a des cours bénéfices qui sont vraiment historiquement là, très, très, très élevés, on n'est pas rendu là. Donc, pour terminer, là, on va regarder les graphiques. Regardez, on va aller voir Dow Jones. Dow Jones, regardez, ça se voit être le graphique mensuel sur le long terme, là, où on a ce schéma-là, là, qui est pas encore un schéma. On avait eu le creux 2022, ensuite on a eu ce petit pic-là en avril. Là. Regardez, c'est le pic-ci, on est reparti. Et si je regarde le graphique à froid, malgré tous les incertitudes, je vois pas nécessairement qu'on va avoir une dégringolade. Tout peut arriver, c'est pas moi qui mène, là, mais tout peut arriver, mais en ce moment, il n'y a pas de... Même au contraire, on dirait qu'il y a un revirement à la hausse. Puis allez voir le TSX aussi. Regardez, TSX, ça se trouve être au Canada. Là, je vous ai parlé de tout ce qui se passe au Canada au niveau de... on a été averti par la chaire de recherche des finances, là, et puis ça continue à monter. Et avec l'injection de l'argent que Carney va faire là, en octobre, là, parce que laissez-moi vous dire, il va injecter beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Les déficits, lui, il n'a pas peur de ça. Donc, même s'il y a eu des avertissements de la part de la recherche des finances, là, lui, il n'a pas de problème avec ça. Il est premier ministre pour un bout, puis ceux qui pensent que
Carnet va décoller rapidement, là. Moi, je pense qu'il va s'accrocher très, très fort. Et le meilleur moyen de s'accrocher, c'est de donner des sous au peuple. Donner du pain et des jeux. Ça, c'est la meilleure chose pour garder le pouvoir. Donc, le Nasdaq, rapidement, lui aussi, montre pas de signe de baisse. Au contraire, moi, j'aurais cru peut-être qu'on aurait une cassure, mais non, ça continue ici. Donc, le Nasdaq, pour vous montrer rapidement, tout à l'heure, rien que pour venir à ça, c'était ça, la fameuse bulle technologique en 2000, là. Donc, on a eu une précipitation 98, vous voyez, et là, on a eu une folie là, de montée. Donc, avec l'IA et avec tout ce qui se passe en ce moment, on pourrait avoir une folie, une montée là sur, je dis sur le Nasdaq, sur les autres indices aussi, qui vont suivre, mais il faut comprendre que c'est les GAFAM qui mènent la bourse, là, c'est les grandes capitalisations, les GAFAM qui sont des 7 merveilleuses qu'on appelle, c'est là-dessus que la bourse est basée, là. Les petits, même si on a un paquet d'actions qui sont en baisse, c'est pas grave. Les GAFAM, ça monte, et puis c'est ça qui prime. Donc, Nasdaq, on va aller voir les minières d'or. Regardez, là, je vous en avais parlé. Ça continue à monter. C'est sûr qu'on est suracheté là, sur un graphique mensuel. Là aussi, il pourrait avoir une correction. Ici, on est surachat, mais pas très, très, très épeurant. Là. Regardez, ça peut être long, un surachat. Là. Donc, sur les minières, c'est la même chose, mais j'ai constaté que dernièrement, les minières, ça l'explose. L'or, elle, continue sa montée. On est rendu à 3586. Je pense qu'on a eu le 3600 cette semaine. Donc, Silver, c'est la même chose. Ça continue. Donc, est-ce qu'il faut investir dans l'or et dans l'argent? Absolument. Les minières d'or, d'argent. Faut les choisir, bien entendu. Dollar américain. Regardez, le portrait est pas très, très jojo. Donc, on pourrait justement avoir une dégringolade du dollar américain qui pourrait se poursuivre. Et Bitcoin, vite comme ça. Bitcoin, regardez, c'est ça. Moi, je n'investis pas dans le Bitcoin, là, mais je vous dis qu'on est rendu là. Et peut-être terminer avec... OK, bon, on va terminer avec ça. Parce que c'est... il faut finir à un certain moment donné. On va mettre ça 30 ans. Je vais mettre ça une ligne comme ça. Ça se trouve être le taux d'escompte de la Banque du Canada. Donc, en ce moment, on est à 2,75. C'est le taux directeur là, de la Banque du Canada. Et là, on se demande si Tiff Metlin va baisser les taux le 17 septembre. En tout cas, Trump a donné beaucoup de pression à Powell pour baisser les taux. Et là, il commence à donner un discours là où on va les baisser les taux. Je sais pas quel argument qu'il donne, là, parce qu'il a changé son discours. Et moi, je suis content, là, je suis heureux. Là, si on a une baisse de taux en septembre, là, je suis très, très content de ça. Là. Surtout pour donner du souffle aux ménages, là, parce que c'est en ce moment beaucoup d'endettement dû au fait qu'on a eu de l'inflation et ensuite une montée des taux suite à l'inflation qui a été créée par les bons gouvernements. Et en ce moment, on se trouve à être là. Donc, la tendance, ça pourrait être encore un plateau, mais je pense que là, on va avoir une baisse de taux. Je pensais même qu'on aurait une baisse de taux la dernière fois, mais c'était pas sûr parce qu'il y avait des nouvelles données économiques qui avaient encouragé la Banque du Canada à garder les taux. Mais là, comme c'est là, à cause de la pression américaine. Si c'est pas en octobre, ça va être si c'est pas en septembre, excusez, ça va être soit en octobre, excusez, ou en décembre qu'on aura une baisse de taux. Mais le plateau pourrait rester longtemps, mais je pense qu'on va justement subir des baisses de taux, là, parce que Trump veut des baisses de taux et c'est les États-Unis qui mènent le monde, là. On dise n'importe quoi, c'est le dollar américain qui se trouve être la devise suprême. On est encore avec les accords de Bretton Woods. Le dollar américain, malgré les efforts du BRIC pour essayer de changer ça, il y a beaucoup de pays qui utilisent couramment le dollar américain dans leurs transactions. Ils n'utilisent pas l'euro. Par exemple, un gros producteur je dirais pas potasse parce que c'est nous le Canada, mais même où ce que je travaillais à Rio Tinto, c'est le dollar américain qu'on utilisait pour les transactions. C'est pas le dollar canadien. On était payé en dollars canadiens, mais les transactions étaient faites en dollars américains. Et c'est comme ça dans tous les pays parce que c'est la devise la plus largement répandue et aussi la plus liquide. Donc, le dollar américain est là encore pour rester, malgré qu'il, comme je vous ai montré sur le graphique, peut avoir une baisse.
mais les taux d'intérêt, eux, à cause de la pression de Trump, ça va descendre. Donc, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. On va se revoir bientôt pour de nouvelles vidéos.